Salut chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver après 2 mois d'absence. Oui, que du plaisir car vous m'avez manqué. Vous suivez Football Planète, votre rendez-vous hebdomadaire 100% football sur Africa News. C'est parti pour le sommaire. Enfin, une super coupe d'Afrique pour le Wydad Casablanca. La 3e tentative aura été finalement la bonne pour les Marocains. Victorieux samedi à domicile des Congolais du TP Mazembe. Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains. C'est le titre d'un ouvrage qui parle sans détour du cynisme d'un système qui réduit des milliers de jeunes footballeurs africains en de simples objets de traite, victimes d'agents véreux et de la complicité de certains clubs. Nous en parlerons tout à l'heure avec Barthélémy Gaillard qui en est l'un des auteurs. Et puis, un peu de foot féminin et la grosse déception de la Côte d'Ivoire, battue samedi à Abidjan en finale de la première édition du tournoi de l'UFOAB par le Ghana. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Nous démarrons donc cette émission par la Super Coupe de la CAF. Après 2 échecs en 1993 et 2003, le Wydad Casablanca a enfin remporté le trophée samedi au détriment du TP Mazembe. Les Congolais ont été battus sur la plus petite des marques à l'issue d'un match historique et plein de rebondissements. Armelga et Ignatius Anor pour plus de détails. Première Super Coupe d'Afrique de l'histoire du Wydad Casablanca qui s'est imposé samedi sur le score d'1-0 face au TP Mazembe de la RDC, 3 fois vainqueur de cette compétition. Une victoire que le club doit à Nancy Amin Tigazui sur un coup franc à la 83e minute. Une rencontre marquée par l'utilisation pour la première fois dans une compétition africaine de l'arbitrage vidéo. Une introduction qui a fortement pesé sur cette Super Coupe continentale. L'arbitre zambien de la rencontre a en effet accordé 2 pénaltys aux Marocains au bout de 3 minutes, dont l'un a été raté et le second annulé après consultation de la VAR. Vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique, le Wydad Casablanca complète ainsi un palmarès déjà bien garni avec 19 championnats, 2 Ligues des champions, une Coupe des vainqueurs de coupe. L'équipe marocaine succède au palmarès aux Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. C'est également le 5e titre continental de son coach, le Tunisien Fawzi Benzarti, déjà sacré 2 fois avec l'Espérance et 2 autres avec l'Étoile du Sahel. Belle victoire donc du Wydad Casablanca qui peut ainsi entamer la défense de son titre en Ligue des Champions dans une dizaine de jours. Ce sera face aux Ivoiriens de Williamsville en 16e de finale. Voici d'ailleurs le tableau complet des affiches. On connaît également les affiches des 16e de finale de la Coupe de la CAF avec de gros chocs en perspective. Regardez. Je signale que les matchs allés de ces 16e de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF se disputeront les 6 et 7 mars prochains. Et puis en Europe également, le tirage au sort des 8e de finale de l'Europa League a été effectué vendredi. À noter notamment cet alléchant AC Milan Arsenal au goût de Ligue des Champions, comme vous pouvez le constater dans ce tableau. Parlons à présent de football féminin et de la grosse désillusion de la Côte d'Ivoire battue à domicile samedi en finale du tournoi de la zone B de l'UFOA. Un seul but de Janet Aguirre a suffi au bonheur des Black Queens qui remportent ainsi la première édition de ce tournoi qui a regroupé 8 équipes d'Afrique de l'Ouest. C'est un sujet signé Victor Mouissio et Ruth Lago. Cela s'appelle une désillusion. La Côte d'Ivoire n'a pas remporté le tournoi de l'UFOA-Dames organisé sur son sol. La faute à ses adversaires en finale. Les Ghanéennes mieux inspirées sont venues à bout des Ivoiriennes par le score étriqué d'1-0 lors de la finale disputée au stade Robert Champroux de Marcory. Une frappe de Janet Aguirre à la 2e minute a suffi pour que les Ghanéennes remportent le trophée de cette première compétition.
Pourtant, le 14 février dernier, les protégés du coach Clémentine Touré avaient battu les Ghanéennes lors de l'ouverture de cette même compétition. La capitaine de l'équipe du Ghana, Portia Boaké, a remporté le titre de meilleur buteur avec 4 réalisations. Elle a par ailleurs délivré des passes décisives. Le Ghana a marqué au total 15 buts durant ce tournoi. Outre le Ghana, les Nigérianes ont décroché la 3e place du tournoi en s'imposant 2 buts à 1 face au Mali. Et puis pour être plus complet, sachez que le Nigeria a remporté le bronze au détriment du Mali, battu sur le score de 2 buts à 1. Parlons maintenant d'un tout autre sujet, le rêve enchanté des footballeurs africains de rejoindre l'Europe à tout prix. Un désir ardent nourri par des milliers de jeunes du continent. Et nous vous emmenons aujourd'hui au Maroc pour un reportage poignant sur des migrants qui se consolent par le ballon rond avec un espoir fou, pourquoi pas, de devenir un jour professionnel. Serge Mankou et Magui Moutezi. Une séance d'entraînement pour une partie de football sur un terrain de fortune à Casablanca au Maroc. Une scène banale à première vue, mais ces footballeurs ont une particularité. Ce sont tous des migrants. Maliens, Sénégalais, Burkinabés, Ivoiriens et autres. Chaque communauté a son équipe et des tournois intercommunautaires sont organisés. Le football devient ici l'un des rares moments de joie pour ces migrants qui vivent dans des conditions plutôt difficiles. On organise les petits tournois entre nous pour qu'ils puissent avoir l'ambiance et parfois un jour juste pour s'amuser. Distraction peut-être pas pour tout le monde. Ces rencontres sont en effet des véritables mises en jambe pour ceux d'entre eux qui rêvent, pourquoi pas, de faire carrière en Europe. Le foot, c'est mon métier. Une fois arrivé à traverser, on espère jouer là-bas avec le Real Madrid, Inch'Allah. Mais la route vers Madrid est encore teintée d'embûches puisque ces hommes sont candidats au départ vers l'Occident, pour la plupart par des voies plutôt dangereuses. Des voies aussi dangereuses que le système cynique qui réduit des milliers de footballeurs africains en de simples objets de traite. Et pour comprendre un peu les dessous de ce système impitoyable, nous avons en ligne Barthélémy Gaillard, co-auteur du livre Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains, qui lève enfin le voile sur ces pratiques scabreuses. Salut Barthélémy. Alors, dans votre ouvrage, vous utilisez le mot esclavage, que d'aucuns qualifieraient peut-être de trop fort. Sur quoi vous êtes-vous basé pour établir un tel constat? Eh bien, écoutez, effectivement, on parle d'esclavage, mais on précise bien d'esclavage moderne. Alors, pour reprendre du début, notre constat, il s'appuie sur une observation de terrain. On a passé donc 9 mois en Afrique de l'Ouest dans 7 pays au total, qui nous ont permis d'observer que les jeunes joueurs ouest-africains étaient pas plus considérés qu'une autre matière première que peut être le pétrole ou l'or, et qu'en fait les clubs européens via des réseaux d'agents véreux extrayaient cette matière première jusqu'en Europe dans l'optique de la revendre à des prix pratiqués sur le marché des transferts européens, mais des prix faramineux qui leur permettaient d'avoir de gros bénéfices. Pour revenir ensuite sur la question de cette notion d'esclavage qui, on le comprend parfaitement, peut être considérée comme polémique, à notre sens, ça ne l'est pas, parce que, donc, comme je vous disais, on parle d'esclavage moderne, parce que ces joueurs sur le chemin qui empruntent pour aller jusqu'en Europe, ils se retrouvent dans des situations de dépendance vis-à-vis de ces agents qui sont en fait plus des passeurs de réfugiés que des agents finalement, parce qu'en fait, ils les font payer pour les emmener en Europe, mais sur le chemin, souvent, ils leur confisquent leur passeport, par exemple. Donc, du coup, ils sont en situation de dépendance administrative, ils se retrouvent potentiellement sans papier dans des pays dont ils ne parlent pas la langue, ou dans des situations de détresse, et à ce moment-là, ces agents, donc, en fait, touchent les salaires des joueurs qui jouent au foot, par exemple. Donc, si vous voulez, c'est en ce sens-là qu'ils sont esclavagisés. Mais qu'en est-il du rôle de la FIFA qui a quand même mis en place des mécanismes pour lutter contre de telles pratiques? Ces réseaux mafieux lui échappent-ils? Alors, réseau mafieux, le mot est peut-être fort dans le sens où nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas une seule et même organisation qui s'occupe de ce trafic d'êtres humains, mais c'est bien différents petits réseaux très mobiles, très nombreux et très mouvants qui se chargent de pratiquer le trafic et d'en tirer des bénéfices. Et ensuite, sur la question de la FIFA, si vous voulez, oui, ils ont mis en place des mécanismes, donc par exemple un service qui centralise, un serveur pardon, qui centralise les transferts pour pouvoir garder la trace des joueurs et permettre aux clubs africains de toucher ce qu'on appelle des indemnités de formation
évidemment l'interdiction des transferts de mineurs, mais après ces règlements sont en fait contournés par les clubs qui trempent dans ce trafic. Je prends l'exemple notamment de la réglementation sur les joueurs mineurs de la FIFA. En fait, les jeunes joueurs africains qui ont moins de 18 ans, via des complicités dans les administrations et les ambassades, pratiquent ce qu'on appelle le trafic d'âge et se vieillissent pour avoir officiellement plus de 18 ans et donc pouvoir échapper à cette interdiction du transfert mineur de la FIFA et pouvoir partir à l'étranger. Donc oui, il y a des mécanismes mis en place, mais à chaque mécanisme, il y a un contournement qui se crée derrière. Alors, ces pratiques ne contribuent-elles pas à dévaloriser le footballeur africain qui ne s'échange pas au même prix sur le marché que le footballeur sud-américain ou encore moins l'européen? Complètement, vous mettez le doigt en fait sur ce qui, je pense, est au cœur de la problématique du foot africain aujourd'hui. C'est qu'on l'a entendu à plein de reprises lors de notre voyage en Afrique. Beaucoup s'amusaient de savoir que, par exemple, le PSG avait acheté Lucas Moura, donc le joueur brésilien qui devait avoir 20 ans à l'époque de son achat par le PSG, plus de 40 millions d'euros. Un joueur à valeur égale venu de l'Afrique aurait été acheté beaucoup moins cher. Donc effectivement, ça contribue à dévaloriser le joueur africain. Les clubs européens, justement, cherchent à recruter les plus jeunes possibles les joueurs africains pour voir s'ils vont pouvoir s'adapter au climat et aux conditions sociales et sportives en Europe et pour pouvoir les former plus jeunes. Et du coup, ce qui fait que les joueurs africains partent de plus en plus jeunes. Derrière, ce qui se passe, c'est que du coup, le spectacle des championnats locaux s'en ressent, parce que les meilleurs joueurs partent très jeunes, donc il ne reste plus que les joueurs de seconde ou troisième zone. Du coup, les recettes de billetterie sont très basses, et du coup, les clubs ont beaucoup moins d'argent et peuvent d'autant moins conserver leurs meilleurs joueurs jusqu'à 21, 22, 23 ans, ce qui est le cas notamment des championnats sud-américains, qui, comme le championnat brésilien, ils semblent tous retenir Neymar jusqu'à 21 ou 22 ans. Qui est quand même quelque chose de bénéfique pour l'attractivité du championnat, et ça, c'est pas du tout le cas pour les championnats d'Afrique, malheureusement. Merci beaucoup Barthélémy Gaillard, co-auteur, je rappelle, de l'ouvrage Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains, fruit de plusieurs mois d'enquête dans plusieurs pays du continent. Ainsi s'achève Football Planet, que vous pouvez retrouver sur notre site web www.africanews.com. Vous pouvez également réagir et interagir avec nous aux adresses qui s'affichent à l'écran. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, Africa News. Excellente semaine à vous.